Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons compléter notre modèle d'économie pour tenir compte des échanges avec le reste du monde. Pour cela, nous allons modéliser le marché des devises internationales, comment s'équilibre-t-il, et surtout, quel impact sur les politiques nationales. Nous allons voir tout ça avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous, bonjour Romain. Dans la dernière vidéo, nous sommes arrivés au modèle ISLM qui représente une économie fermée. Aujourd'hui, nous allons enrichir ce modèle d'une équation qui représente l'équilibre sur le marché des devises que l'on appelle l'équation EE pour équilibre extérieur. Bref, nous allons arriver au modèle ISLM-EE qui porte aussi le nom de Mundell-Fleming du nom des économistes Robert Mundell et Walter Fleming. Alors, première question Raphaël, pourquoi y a-t-il un marché des devises et quel est le rapport avec les échanges internationaux ? Alors pour faire des transactions dans un pays hors zone euro, tu dois convertir ta monnaie contre la devise du pays. Eh bien, les entreprises, même les multinationales, sont aussi soumises à cette contrainte. Elles doivent payer leurs salariés, passer des commandes, acheter des titres, avec toutes sortes de devises. En bref, il faut un marché de devises pour permettre les échanges internationaux. Du coup, c'est un marché sur lequel les offreurs et les demandeurs sont des acteurs privés, des entreprises et des particuliers. Exactement. Il y a même un marché pour toutes les paires de devises. Euro contre dollar, euro contre yuan, yuan contre livre, et j'en passe. Ces marchés sont arbitrés par des banques privées qui mettent en relation les offreurs et les demandeurs. Alors, pour simplifier, dans notre modèle, on va supposer qu'il n'y a que deux devises. La monnaie nationale, l'euro, et la devise du reste du monde, le dollar. Du coup, c'est le taux de change euro-dollar qui équilibre le marché, c'est-à-dire la valeur d'un dollar en euros. Si tout à coup il y a une forte demande de dollars, ce taux de change va grimper. Exactement. On dit que le dollar s'apprécie face à l'euro. Mais il y a une petite subtilité. Tu me parles ici du taux de change nominal, qui est la valeur d'une unité de devise étrangère, exprimant une unité de devise nationale, que l'on note souvent E pour exchange rate. Dans le modèle, on va plutôt faire apparaître le taux de change réel, Q, qui représente la valeur d'une unité de biens étrangers en unité de biens nationaux. Qu'est-ce que tu viens de dire ? La valeur d'une unité de biens étrangers en unité de biens nationaux ? Exactement. Alors imagine que le taux de change nominal euro-dollar est de 2. C'est-à-dire que 1 dollar s'échange contre 2 euros. Si un Big Mac vaut 10 dollars aux États-Unis et 5 euros en France, cela signifie que la vente du Big Mac américain permet de toucher 10 dollars, donc 20 euros, et d'acheter 4 Big Mac français. Le taux de change réel est alors de 4. La formule du taux de change réel se déduit facilement en généralisant. Mais si c'est vraiment le même produit, les Américains n'ont qu'à acheter leur Big Mac en France, plutôt que de le payer 20 euros. Oui, mais tu oublies toutes les frictions. Puis les Big Mac, ça se transporte pas. Puis il y a les taxes. En pratique, un même bien n'a pas la même valeur selon le lieu où il est vendu. Mon exemple n'est pas choisi au hasard d'ailleurs. Les économistes publient chaque année le Big Mac Index, l'indice des prix du Big Mac dans différents pays, et qui donne une estimation du taux de change réel. Alors, notre objectif, c'est de modéliser le marché des devises étrangères, donc il va falloir que tu détailles ce que désigne l'offre et la demande sur ce marché. La demande de dollars vient des entreprises nationales qui veulent acheter, donc importer des biens et services, ou même acheter du capital étranger. De la même façon, l'offre de dollars correspond à des entreprises américaines qui veulent céder leurs dollars pour faire des transactions en euros. Du point de vue de l'économie nationale, ce sont des exportations de biens et services ou des ventes de capitaux à l'étranger. Dans ces équations, tous les termes sont exprimés en dollars. Ah mais attends, là on a importation à gauche, exportation à droite, donc si on passe tout du même côté, on obtient la balance commerciale dont on a déjà parlé, n'est-ce pas ? Tout à fait, et puis pour les achats et ventes de capitaux, on parle de la balance des capitaux, que l'on note BK. Cette forme de l'équation EE est la plus répandue, pour des raisons qu'on verra plus tard, et d'ailleurs, on préfère l'exprimer en unités de biens nationaux plutôt qu'en valeur nominale. Du coup, on oublie souvent qu'elle représente l'équilibre sur le marché des devises étrangères. Ah, et c'est donc pour ça que tu as introduit le taux de change réel. Dans la balance commerciale, pour exprimer les importations qui sont des biens étrangers en unités de biens nationaux, il suffit de multiplier leur volume par Q, le taux de change réel. Certes, mais à ce stade, nous n'avons pas tout à fait fini, puisqu'il faut trouver une expression qui modélise le volume des exportations et des importations à partir des variables de notre modèle. Ce qu'on va dire, c'est que le volume des exportations
est proportionnel au revenu du reste du monde exprimé en unités de biens nationaux. En revanche, le volume des importations est proportionnel au revenu national exprimé en unités de biens étrangers. Pourquoi ? Tout simplement pour tenir compte du fait que les entreprises sont encouragées à acheter des plus gros volumes dans les pays dont la devise est faible. Ok, je comprends. C'est pour cela que les Allemands veulent que l'euro se déprécie. C'est pour écouler de plus grands volumes à l'exportation issus de leur industrie. Exactement. Donc tu remarques que la balance commerciale s'améliore lorsque Q, qui est la valeur des biens étrangers, augmente, c'est-à-dire lorsque l'euro se déprécie. On dit que notre modèle vérifie la condition de Marshall-Lerner. Alors, pour la balance des capitaux, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de question de taux de change réel puisque, dans le modèle, la valeur d'un titre dépend seulement de son rendement et pas de son pays d'émission. Donc l'investissement du reste du monde dans l'économie nationale va augmenter avec le taux d'intérêt national, et à l'inverse, l'investissement national dans le reste du monde augmente avec le taux d'intérêt du reste du monde. C'est assez logique. Les investisseurs vont là où le rendement est le plus élevé, et du coup, le coefficient de proportionnalité K, là, qu'est-ce qu'il désigne ? Alors, K, c'est un paramètre fixé qui traduit la mobilité du capital dans le monde. On voit bien que si K est grand, les mouvements internationaux de capitaux vont beaucoup réagir à des petits écarts entre le taux d'intérêt national R et le taux d'intérêt du reste du monde Rx. Généralement, les capitaux sont plus mobiles lorsque les deux pays partagent la même langue ou lorsqu'ils ont des accords commerciaux. On va voir que ce paramètre a beaucoup d'influence. Bon, donc maintenant, on a encore une équation de plus. Qu'est-ce que cela nous apporte de nouveau ? Nous avons effectivement un modèle à 3 équations d'équilibre, qui a donc une variable de plus, Q, le taux de change réel. Désormais, notre modèle ISLMEE peut expliquer les variations du taux de change en tenant compte des échanges avec le reste du monde. C'est un modèle d'économie ouverte. Donc si on reprend l'exemple du calcul du multiplicateur keynésien, il va falloir faire avec les 3 équations en même temps. La dépense publique augmente, donc par IS, la production augmente, par LM, le taux d'intérêt augmente, et par E, le taux de change réel augmente également, mais le taux d'intérêt aussi, on ne s'en sort plus. C'est vrai que ça devient compliqué à suivre. On peut facilement comprendre les grandes intuitions pour des cas limites. Par exemple, on voit bien ici lorsque la mobilité du capital K est forte, le taux d'intérêt national va rester proche du taux d'intérêt du reste du monde et ne va presque pas varier. Donc par LM, l'activité reste la même. Il n'y a pas de relance et la dépense publique s'est substituée aux exportations par l'appréciation de la monnaie nationale. L'intuition derrière cela, c'est que les investisseurs ont accouru massivement pour acheter des titres pour capter la dépense publique, augmentant par là la demande d'euros et expliquant son appréciation. Mais c'est n'importe quoi. S'il suffisait de dépenser plus pour avoir une monnaie forte, tous les pays se mettraient à le faire. Ce que tu oublies de dire, c'est que les balances commerciales s'accumulent et qu'à la fin, il va falloir rembourser et donc bien souvent, les États en difficulté ne peuvent tout simplement même pas augmenter la dépense publique parce que personne ne veut leur prêter d'argent. Alors tu as complètement raison. En fait, si tu regardes dans le détail, le modèle ne prend même pas en compte le fait que le budget de l'État doit être à l'équilibre. Rappelle-toi, c'est un modèle qui donne une vision de l'économie à court terme. Quand la Grèce a rejoint l'euro dans les années 2000 avec une forte dépense publique, les prix ont beaucoup monté, avec une appréciation réelle par rapport au reste du monde. À long terme, les investisseurs se sont rendus compte que l'économie était surendettée, et plus personne n'a voulu acheter des titres grecs. Donc en fait, il faut pas mal se méfier des équations, et surtout ne pas prendre la résolution mathématique pour une vérité absolue. C'est vrai, du point de vue mathématique, la théorie est bien ficelée. Il y a 3 équations, 3 inconnues. Du point de vue graphique, chaque équation peut être représentée par un plan, et les 3 plans s'intersectent en un point, qui est l'équilibre général. Si on déroule les équations, on a une expression de multiplicateur keynésien, toute jolie, dans laquelle on voit bien que le multiplicateur est nul lorsque K est infini. Mais beaucoup de phénomènes ne sont pas pris en compte. Très bien. Revenons plutôt à ce que sont les échanges internationaux en pratique. Quand on parle du commerce international, on dit souvent que les États-Unis sont déficitaires, et parfois la France aussi. C'est un argument soulevé dans les discours politiques, qui s'appuie souvent sur la balance des paiements. Qu'est-ce que c'est la balance des paiements ? C'est un document comptable édité par la Banque de France, qui garde la trace de tous les échanges entre la France et le reste du monde. Par convention, un chiffre positif inscrit au crédit correspond à une exportation ou à une recette, et un chiffre négatif inscrit au débit à une importation ou une dépense. Cela permet de voir l'équation EE comme une équation comptable.
parce que toutes les interactions commerciales apparaissent forcément au crédit et au débit sur la balance des paiements, d'une façon ou d'une autre. Comment ça, au crédit et au débit? Si je vends ma voiture à un Américain qui a des euros, ça apparaît au crédit des transactions courantes, et puis c'est tout. Mais non, puisque cet Américain a dû lui-même céder quelque chose à un Français pour avoir les euros qu'il te donne. Comme par exemple des bons du Trésor qu'il possédait. Cette transaction apparaîtra au débit du compte financier. Ou peut-être tout simplement qu'il a échangé des dollars contre des euros dans un bureau de change. Oui, alors dans ce cas, une banque va lui trouver des euros qui auront été obtenus par quelqu'un d'autre. Mais ils sortent pas de nulle part. Peut-être qu'un Américain voulait vendre une voiture à un Français pour un montant équivalent, et cette opération apparaîtra au débit du compte des transactions courantes. Bref, l'équilibre global est toujours vérifié. Ok, je crois que j'ai compris l'équilibre de la balance globale. Mais du coup, cela ne veut pas dire que la balance commerciale est forcément à l'équilibre. Par exemple, un pays peut avoir une balance commerciale strictement négative, c'est-à-dire être un importateur net de biens et services, et avoir une balance des capitaux strictement positive, c'est-à-dire exporter ses titres. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement, exporter des titres ? Et bien que l'économie cède la propriété de son foncier, de ses entreprises, au bénéfice du reste du monde, qui va en obtenir un rendement R. Par exemple, lorsqu'un club de football français est vendu à un pays pétrolier, il y a une exportation de titres. Ah, donc en fait c'est ça. Le problème d'avoir une balance commerciale déficitaire, c'est qu'à la fin, plus rien ne t'appartient dans ta propre économie. Oui, alors en fait c'est plus compliqué que ça, parce qu'il n'y a pas un nombre limité de titres. Bon, si ton économie attire les capitaux étrangers, cela veut souvent dire qu'elle inspire confiance, et que le reste du monde veut investir dans ton économie. C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. Depuis 30 ans que la balance commerciale est déficitaire, le pays continue d'accumuler les capitaux étrangers. C'est aussi ce qui permet à l'économie américaine de réaliser d'immenses investissements privés comme Tesla. Donc le monde entier y contribue financièrement. Le danger, c'est que du jour au lendemain, pour une raison ou une autre, les investisseurs peuvent perdre confiance et laisser le pays endetté et l'économie affaiblie. Donc lorsqu'il y a un déficit commercial, ce qu'il faut savoir, c'est par quoi il est financé. Par exemple, est-ce par des investissements industriels prometteurs ou bien par l'émission négligente d'emprunts ? Mais là, c'est une vision industrielle et stratégique qu'il faut adopter et pas seulement une vision comptable. Alors tu nous fais un petit résumé de l'ensemble ? Pour réaliser des transactions, les acteurs internationaux ont besoin de devises qu'ils échangent sur un marché. Les économies, qui attirent les investissements étrangers, reçoivent des devises et peuvent donc se permettre d'avoir une balance commerciale déficitaire. À long terme, cela peut poser problème s'il n'y a pas de vision stratégique derrière ces investissements. Encore une fois, merci Raphaël et à bientôt. À bientôt.